Alors, tout d'abord, j'excuse Fabienne Fendrich qui devait inaugurer cette séance, mais qui est retenue au pavillon de l'Arsenal ce soir exceptionnellement. Et donc, en tout cas, au nom de l'école, je suis heureux d'inaugurer ce deuxième cycle d'architecture à lire. Et à ce titre, j'en remercie Jean-Baptiste Marie, ici présent, qui est aussi à l'initiative de ce cycle et qui est aussi au pilotage de ces rencontres. Ce qui est assez intéressant pour l'école d'architecture, c'est que ce cycle inaugure les événements à l'école qui ont lieu dans le cadre du mois de l'architecture en Normandie. Donc c'est assez inhabituel pour une région d'avoir un mois complet dédié à l'architecture. C'est pour ça que je le souligne. Donc effectivement, l'école d'architecture et d'autres partenaires de la région. Donc c'est assez... ce n'est pas courant en France, donc je tenais à le souligner. Donc ça va se traduire aussi par samedi les portes ouvertes de notre école à tout le public. Et effectivement, les étudiants aussi seront présents pour présenter notre établissement. Donc, dans ce cas, on est heureux d'accueillir Jean-François Coulet. Merci en tout cas et bienvenue à l'école. Donc vous êtes géographe, mais je laisserai Sylvain ensuite préciser votre parcours. Je tenais simplement, par rapport aux étudiants qui sont présents, nombreux, et je en remercie sur ces questions de représentation dans la présentation de votre ouvrage, qui sont une thématique vraiment fondamentale dans les métiers que vous exercerez à la sortie de l'école. Donc là aussi, je remercie Sylvain Allemand qui, à nouveau, est présent pour animer cette discussion. Voilà, je vais rester très bref. Donc aussi merci aux équipes techniques qui ont permis la bonne tenue de cette conférence à l'école. Yacine, David et Serge. Je laisse la parole à Sylvain. Monsieur Allemand, c'est à vous. Monsieur Sauté, et c'est bien évidemment moi qui vous remercie de m'associer maintenant depuis la 4e année avec la complicité de Jean-Baptiste que je remercie à ce cycle. Alors pourquoi ne pas le dire, hein, qui m'enchante puisqu'il met au cœur le livre, la lecture, et Dieu sait si je considère que même à l'heure des réseaux sociaux, même à l'heure du numérique, hein, je n'oppose rien, hein, eh bien l'avenir appartiendra à ceux et celles qui prendront le temps de lire, parce que lire, c'est la rencontre avec des livres, qui sont des objets assez séduisants, souvent. C'est le cas de celui qu'on va parcourir ce soir, qui est le résultat d'un magnifique travail d'édition, dont on dira quelques mots. Et puis, à travers cet objet, c'est au fond, et je le dis à dessein, puisqu'il en sera très largement question dans la discussion qu'on va avoir, c'est une sorte de dialogue virtuel avec un auteur, des auteurs parfois, mais là, un auteur qu'on ne connaît pas forcément, mais dont on découvre la pensée, la trajectoire à travers l'espace-temps de la lecture. Et ça peut procurer des moments de pure jouissance, et c'est le cas, hein, de la lecture que m'a procuré, qu'a représenté, donc que j'ai consacré à cet ouvrage. Alors vous me demandiez de présenter l'intervenant. Mais en fait, vous avez mis le doigt sur une de ces caractéristiques les plus incongrues et donc les plus intéressantes, et qui explique sans doute pourquoi il peut apporter autant aux architectes. Parce que Jean-François, je parle sous votre contrôle, donc vous êtes chercheur à l'ENSA, l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville. Nul n'est parfait, mais bon, vous enseignez, faites de la recherche dans ce milieu. Vous enseignez dans une autre école d'architecture. Alors, manque de chance, c'est toujours pas l'ENSA pour vous. Hein, c'est toujours pas l'ENSA de Normandie, c'est celle de Versailles.
Mais vous n'êtes pas architecte. Vous êtes géographe de formation et vous avez donc fait une thèse sous la co-direction d'un attelage improbable pour ceux qui connaissent les deux personnalités. Je vous laisserai d'ailleurs témoigner à ce sujet, puisqu'il s'agit d'Augustin Berck, un géographe, donc là c'est assez cohérent, mais c'est un géographe qui là a développé toute une approche, a fait des propositions sur l'apport possible, une analyse en termes de mésologie, donc, que vous mobilisez d'ailleurs très fortement pour les besoins de votre livre. Et puis Antoine Picon, alors, qui est connu pour être quand même un grand historien de la ville, de sa conception, d'hier à aujourd'hui au temps du numérique. Pas d'erreur, bon, on pourrait dire plein d'autres choses. Il s'intéresse aussi aux représentations. Il a fait un très bel atlas parisien sur les cartes de Paris, et puis évidemment sur le numérique. Alors, belle transition, parce qu'effectivement, représentation, c'est au fond ce sur quoi vous portez votre attention dans cet ouvrage, en montrant que la représentation, et c'est en cela que là, ça devient très intéressant, ça n'est pas qu'une affaire d'outils techniques, de culture technique. On a besoin, bien sûr, de tout un appareillage, mais c'est aussi une affaire de culture, tout simplement, sensorielle. C'est une affaire de symboles. Et on peut s'interroger sur le bien fondé de cette hypothèse à l'heure des images virtuelles numériques qui, de prime abord, apparaissent être d'abord une affaire de technique hautement sophistiqué, élaboré. Et c'est comme ça que j'ai reçu le livre. Charge à vous de me dire si vous vous y retrouvez. Mais c'est en cela que votre démarche est intéressante. Vous nous dites, en fait, oui, mais ça n'a été rendu possible, ces images virtuelles numériques, que grâce à un long travail qui remonte bien plus loin, bien au-delà du milieu du XXe siècle, période à laquelle d'ordinaire on fait remonter l'histoire de l'image numérique dans une première approche. Vous nous faites voyager bien au-delà, jusqu'au XIIIe siècle au moins, en nous montrant comment progressivement se mettent en place toutes sortes de choses qui nous prépareront comment à appréhender le monde, la réalité, à travers ces images virtuelles numériques qui ont contaminé nos vies quotidiennes. Est-ce que c'est un raccourci que de résumer en ces termes l'ambition de votre projet ? Non, si c'est un raccourci, il est très efficace. Oui, j'aime beaucoup le raccourci parce que, bon, un petit élément de genèse, j'ai travaillé pendant 5 ans associé avec des architectes dans une entreprise de conception de logiciels d'architecture, Archicad, Atlantis Render, pour ne pas les nommer. Donc la société s'appelait Advent. Et tout en étant géographe, j'ai développé une recherche, une thèse, le HESS. Et donc, en travaillant avec des architectes en édition de logiciels pour l'architecture, effectivement, les questions techniques étaient primordiales. Mais avec, en tout cas, les architectes à qui j'étais associé, j'ai été immédiatement plongé dans les usages et dans le rapport qu'on établit avec l'architecture à travers ces outils. Donc forcément, les questions se sont un petit peu multipliées dans mon esprit. Et j'ai senti assez tôt, c'était quand même dans les années 90, ça, début des années 90. Donc au début, on développait sur des disquettes 512K. Tout le logiciel tenait sur une 512K, c'est la moitié de 1 méga. Tout le logiciel tenait sur cette disquette. Et avec nos développeurs hongrois qui étaient à Budapest, c'était avant la chute du mur, on passait les disquettes dans la doublure du manteau parce qu'aux douanes, ça passait très mal, l'histoire de faire des logiciels. Donc c'était vraiment la jeunesse, c'était le tout début. Et effectivement, c'était dès le début une affaire à la fois technique et une affaire de qu'est-ce que cet outil nouveau apporte
ou change en termes de médiation par rapport au processus de conception de dessin architectural? Alors, dessin architectural, dites-vous, et là on met le doigt sur quelque chose qui pourra être peut-être l'objet d'une controverse, on le dira, évoquons-le avant d'en venir à peut-être aussi l'approche mésologique, qu'est-ce qui se cache derrière. Il faudra peut-être le dire parce que justement ça met le doigt sur un autre apport de l'ouvrage, qui consiste, de votre analyse, qui consiste à porter attention sur le regard, la manière dont le regard a été déterminé par toutes sortes de choses. Mais quand même, sur les dessins, là où c'est susceptible de faire controverse, vous montrez que le dessin auquel on associe spontanément l'architecte ou l'inverse se situe à un moment donné dans l'histoire de l'architecture qui a pu s'en passer, en tout cas avant que ce dessin se répande grâce à l'imprimerie et d'autres technologies. Oui. Alors là, effectivement, il faut lever tout de suite un malentendu, parce que le dessin a sans doute toujours existé. Ce qui n'existait pas, en revanche, ça c'est une certitude, c'est une évidence au sens américain de ce terme, c'est-à-dire evidence, ça veut dire à la fois la preuve et quelque chose qui est évident. C'est qu'avant le XIIe siècle en Europe, on n'avait pas de papier. Donc on traçait des choses soit à même le sol, à même le matériau, soit sur du parchemin, qui était très cher. On grattait ensuite pour pouvoir le réutiliser parce que c'était cher. Donc le dessin d'architecture ne pouvait pas se transmettre facilement, encore moins à bon marché, donc on y recourait assez peu. Et puis l'autre chose qui est absolument évidente aussi, qu'il faut qu'on oublie, c'est qu'on ne calculait pas, en tout cas, dans un système de numération décimale avant le XIIe siècle, XIIIe siècle. C'est-à-dire que les médiévaux, les bâtisseurs médiévaux, ils fonctionnaient par proportion, par fraction. C'était 7 cinquièmes, c'était 13 douzièmes, mais ce n'était pas des chiffres après la virgule, tout simplement parce que le principe de la virgule n'existait pas. Il a été inventé en Inde, transmis par les Arabes en Europe au XIIe siècle. Donc comment peut-on faire des calculs numériques sans ce système? Soit, mais alors vous allez jusqu'à dire néanmoins qu'à partir du moment où on a pu faire de l'architecture sans le dessin, on pourrait peut-être en faire de nouveau grâce aux images virtuelles, aux ressources numériques. Peut-être c'est un point sur lequel on pourra revenir, sauf si vous voulez... Oui, on peut même faire. Alors dans la série des raccourcis, je vais en faire un qui est quand même assez bluffant. C'est que Jean-Baptiste me faisait faire le tour de l'école en arrivant, me montrait les prototypes que vous êtes en train de fabriquer. Donc aujourd'hui, il y a des imprimantes 3D, vous le savez, dans lesquelles on peut interagir avec la machine au moment même où elle se fabrique. C'est-à-dire qu'on peut changer la forme, qui n'est pas préprogrammée, mais véritablement sculpter son prototype à l'échelle 1. Et en y réfléchissant, je me dis que peut-être dans 30 ans, vos générations, vous verrez l'histoire de la représentation moderne d'architecture, telle qu'on va en parler ce soir, comme une sorte de parenthèse dans l'histoire. C'est un raccourci un peu provocateur, mais voilà, réfléchissons-y. Je pensais le faire ultérieurement, mais l'idée, avant de parcourir votre livre à travers une série de photos prélevées de l'ouvrage, qui est richement illustré, ce qui en fait aussi toute la qualité, peut-être lire un passage, parce que l'idée, c'est de partager avec vous aussi le plaisir de la lecture, qui repose sur le plaisir de l'écriture que vous avez dû avoir. C'est un livre extrêmement agréable à lire. Aussi une souffrance. Hein. Alors, on reviendra. Et ça peut l'être aussi, autant le dire pour le lecteur, on y reviendra, mais je me justifierai sur le sens de ces mots. Il y a un passage, justement, sur plusieurs passages, sur le dessin, le rapport de l'architecte au dessin. Peut-être pourriez-vous le lire. Comment j'invoquerai un problème de vue, donc c'est vous qui allez vous lire. Voilà. Ça c'est étrange, j'ai jamais fait cet exercice-là. Ça va être une grande première. Alors c'est à partir d'ici, et vous jugerez de la pertinence de ce choix. On considère aujourd'hui trop souvent la pratique du dessin et le processus de conception architecturale comme indissociables, et ce depuis l'Antiquité. Or ce postulat, issu de l'histoire de la théorie et des styles architecturaux, doit être largement nuancé à la lecture des faits apportés par l'archéologie et l'histoire médiévale d'une part,
par l'histoire des sciences et des techniques constructives de l'autre. Il me semble utile de réexaminer la naissance du dessin moderne, dont la chronologie est à présent bien établie, à partir du questionnement suivant. Quelles étapes était-il nécessaire de franchir pour que le dessin moderne d'architecture s'impose aux yeux des principaux acteurs de la construction? L'étude du contexte scientifique et technique et la mise en situation expérimentale de quelques-unes des étapes du processus constructif apportent-elles des éléments susceptibles de mieux appréhender ce fossé qui nous sépare de la pensée visuelle et de la perception de l'espace au Moyen-Âge, ce passé incertain dont Alain Guéraud disait qu'entre lui et nous, les Lumières avaient brouillé à peu près toutes les pistes. Superbe. Alors, avant d'en venir aux images, aux illustrations plus exactement, un mot sur cette mésologie qui peut aussi expliquer ce que vous pouvez dire à l'instant sur le rapport au dessin, d'ailleurs, me semble-t-il. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Je pense que ça peut nous fournir des clés de compréhension, d'ailleurs, sur les commentaires que vous allez faire sur les images. Alors, mésologie, c'est tout simplement la science du milieu. Donc, le milieu, c'est une notion qui est connue dans les sciences de l'environnement depuis le 19e siècle, et que Augustin Berg, donc, qui est géographe et philosophe, a revisité récemment. Pour lui, la mésologie, c'est tout simplement ne pas considérer les objets indépendamment du milieu dans lequel ils opèrent, ils interagissent. Alors pour moi, dans l'approche mésologique, dans ce travail sur, comme Sylvain l'a dit, sur le regard, et non pas seulement sur l'image, c'était de prendre en compte tout le processus de représentation, c'est-à-dire son support, ses techniques, ses commanditaires, son processus d'écriture, son processus de lecture, et les usages qui en sont faits après. De ne pas isoler l'image, un peu comme le font trop souvent les historiens de l'art, en tout cas une partie des historiens de l'art, de considérer l'analyse iconographique comme quelque chose de complètement indépendant du milieu dans lequel cette image prend corps, prend naissance. Très clair, très clair. Et cela dit, on pourra l'expliciter au fil de la discussion. Alors, comme annoncé, vous vous intéressez donc à la genèse, au fond, à la généalogie de l'image virtuelle numérique. On pourrait s'attendre à voir d'abord des illustrations d'ordinateurs, de lunettes de réalité augmentée. J'ai pris, avec votre autorisation, le parti pris de vous montrer une illustration peut-être inattendue. La voici et je vous laisse le soin de la commenter. Alors, comment dois-je faire La flèche en bas à droite. Voilà. Alors, tout simplement, c'est une histoire assez étonnante, là, qui est racontée par cette image. Une histoire que j'ai intitulée « La carte de sable ». Et l'idée m'en est venue par Bruno Latour, qui a le premier commenté cette image. Enfin, pas cette image spécifiquement, cet épisode qui est raconté par l'histoire de la carte de sable. C'est quoi cette histoire de carte de sable? Vous savez qu'au XVIIIe siècle, les grandes puissances, en particulier l'Angleterre et la France, se tiraient la bourre terriblement pour conquérir les richesses de la planète. Et la cartographie était vraiment un outil très important dans cette conquête. Louis XVI en particulier était très intéressé par cette conquête et par la géographie. On prête à Louis XVI comme ultime parole à l'échafaud, avant qu'on lui coupe la tête, après la Révolution française, à la Révolution française, on lui prête la parole suivante, il aurait dit « Est-ce qu'on a des nouvelles de Lapérouse ?» Alors, qui est ce Lapérouse? Lapérouse était un officier, je crois, de la marine, qui a été envoyé par Louis XVI pour cartographier l'océan Pacifique. Le grand rival à l'époque, c'était Cook. Et l'océan Pacifique, c'est quand même assez grand. Il y a toute la côte américaine et il y a toutes les côtes asiatiques. Et donc, ils envoyaient des missions pour cartographier et repérer toutes les richesses que les empires pouvaient conquérir. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un épisode... Alors, vous savez que Lapérouse a péri corps et biens avec l'astrolabe en 1788, d'où la fameuse parole de Louis XVI, « A-t-on des nouvelles de Lapérouse ?» Il a été décapité, je ne sais plus en quelle année, 89, 90, bref.
L'Astrolabe mouille au fin fond de l'océan Pacifique sur une côte qui s'appelle Sakhaline, dont on ne savait pas encore à l'époque si c'était une île ou une presqu'île. Et le problème, c'est que... Alors c'est intéressant de raisonner là-dessus sans carte. On va voir la carte après. Mais justement, sans carte, sans image. C'est une péninsule ou une île qui fait quelques milliers de kilomètres de long. Donc la route pour rejoindre l'Alaska et les côtes américaines ensuite, considérablement différente si c'est une presqu'île ou si c'est une île. La Pérouse arrive avec ses 2 frégates, l'Astrolabe, et il y en avait une deuxième dont j'ai oublié le nom. Ils mouillent, ils vont avec leur barque sur la côte et ils vont interroger les autochtones. Alors là, on a un truc extraordinaire, c'est qu'on a une gravure de la Seine qui a été décrite par un des membres de l'équipage et qui miraculeusement, avant que l'Astrolabe fasse naufrage et que tout périsse, a été rapporté à travers toute la Sibérie, la Russie, jusqu'à Versailles. C'était Lesseps, qui sera le futur constructeur du canal de Panama, qui a ramené ces documents et ce carnet de bord de la frégate à Versailles, où on a pu raconter cette histoire qui est contée dans le célèbre voyage de l'Astrolabe. Alors donc, l'équipage de la Pérouse, je suis un peu long, je suis désolé, mais j'adore cette histoire. Que vous rapportez en détail dans le livre. Avec les citations d'origine du voyage. Ils arrivent sur ce rivage et par des signes, parce qu'ils ne parlent évidemment pas le chinois mandchou qui est causé à Sakhaline, ils leur demandent de leur expliquer si on peut passer, de dessiner le trait de côte et de demander si on peut passer là-haut à l'est de Sakhaline ou si il faut directement aller à l'ouest. Et le chinois trace avec sa pipe le trait de côte et la carte de Sakhaline dans le sable. Et ce qui se passe, c'est que un peu plus tard, donc, il marque clairement qu'il y a une flèche, avec une flèche, que l'on peut passer. Donc que Sakhaline est une île. Et un peu plus tard, il y a une vague sur le rivage qui efface la carte. Et alors là, il y a un autre Chinois qui prend le carnet de la Pérouse et qui va dessiner la carte sur le carnet. Et ce carnet, cette carte, reviennent à Versailles. Et va permettre ensuite, avec d'autres expéditions plus tard, de faire une cartographie précise. Alors ce qui est intéressant dans cet épisode, là on peut voir la carte, c'est que une carte, c'est pas seulement l'information qu'il y a dedans, c'est pas seulement même la forme, la morphologie, c'est aussi une question de support. Est-ce qu'il est transportable ou non? Est-ce qu'il est pérenne ou non? Et quelles sont les intentions des gens qui vont dessiner cette carte? Pourquoi ils vont dessiner cette carte? Et en l'occurrence, une carte par projection géométrique, telle que les Français, qui sont très forts au XVIIIe siècle en cartographie, vont la faire, va permettre à des centaines, voire des milliers de commerçants de naviguer à travers le monde et d'aller commercer à travers le monde. On peut faire une analogie entre ce que vous venez de dire à l'instant sur les vertus de la carte et celles du dessin, au sens où dans un cas comme dans l'autre, on a ce travail de virtualisation de la représentation du réel par le truchement d'une interface, en l'occurrence la carte. Voilà. Oui, absolument. En fait, juste pour préciser ce que Sylvain disait tout à l'heure sur le projet du livre, je pars d'une interrogation contemporaine. Il y a quelque chose fondamentalement qui va changer dans notre rapport au réel, dans notre rapport à l'architecture à travers ces outils numériques et l'image virtuelle. Mais on est trop dedans, on ne peut pas répondre à cette question de qu'est-ce que ça change. Et la seule manière que j'ai trouvée de tenter de répondre à cette question, ou au moins de poser des repères qui permettent de voir où on allait et comment on pouvait appréhender cette période de changement, c'était d'aller chercher dans l'histoire ce qui s'était passé à chaque fois qu'il y avait eu un changement majeur de support de représentation. En vous intéressant du coup à 3 supports, on peut le préciser, on aurait dû le faire en début, mais c'est donc la carte, le dessin d'architecte, et puis toutes ces technologies ou techniques de relevé, ou non, c'est la représentation aérienne, plus exactement, d'un territoire. Et vous auriez pu en privilégier d'autres, mais c'est les 3 portes d'entrée dans cette généalogie qui nous conduit jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et à 3 époques différentes, donc le dessin d'architecture vers la fin du Moyen-Âge, 13e, 15e
siècle, la vue aérienne, la vue au XVIe siècle, et puis la photogrammétrie au XIXe siècle. On y viendra puisque vous êtes venu, mais auparavant, une autre photo qui pourrait paraître sans transition, être proposée sans transition, mais là on comprend mieux que le lien avec ce qui a précédé. À vous d'en juger. Alors, travail du laboratoire de recherche de l'école d'architecture du MIT, Sensible City Lab, à Boston. C'est un travail qui déjà ancien, 5-6 ans, mais aujourd'hui c'est en train de se répandre partout. C'est, avant qu'on parle de big data, de commencer à prendre les données numériques des opérateurs télécoms pour exploiter la fréquence des transferts de données, donc les appels téléphoniques, les mails, les téléchargements et tout ça, combien de mégabytes ou de gigabytes ça représente par seconde, et ils font ces cartographies vivantes, c'est-à-dire que là c'est à l'arrêt, mais il y a des bulles qui gonflent et qui baissent selon les heures de la journée. La nuit c'est un peu plus calme, quoique. Ils ont fait un travail sur Rome qui est incroyable, où on voit au moment d'un concert de Madonna, juste avant le concert, il y a une explosion d'appels. On voit un gigantesque volcan au-dessus du stade, et puis au moment où le concert démarre, tout s'arrête. Bref, c'est une cartographie d'un genre complètement nouveau. Oui, voilà. Il y a une continuité et en même temps une rupture qui tient au fait que là, pour la réalisation de ce cas, on pourrait presque se passer, et on se passe, d'une connaissance même sensorielle, physique, du terrain dont on parle. Tout à fait, oui. Alors, ce qui est intéressant, si vous pouvez juste, voilà, c'est que maintenant le MIT utilise des données, là c'est les transferts de données numériques dans les bâtiments, dans un centre-ville américain, je ne sais pas lequel, et j'utilise ça pour simuler et concevoir les espaces en fonction des flux de données numériques. Donc, comme vous dites, il y a une espèce de rapport à l'espace qui ne passe plus par la perception sensorielle, mais qui passe uniquement par le big data, les données numériques du cloud, en fait. Alors, autre illustration d'une généalogie, d'une filiation, on va dire, avec des techniques actuelles et des considérations très anciennes. Alors, explication peut-être. Alors, normalement, vous voulez peut-être d'abord lire ce passage avant de faire le lien avec une technologie actuelle. Voilà. Alors, ça c'est un extrait d'un texte de Descartes dans la dioptrique, et l'illustration provient d'un de ses ouvrages qui s'appelle L'Homme, où il le montre. En fait, il cherche à visualiser sa conception de la vision et de l'optique comme quelque chose de purement mécaniciste. Vous savez que la philosophie cartésienne est complètement mécaniciste, et à l'époque où Descartes fait ses travaux sur l'optique et sur la dioptrique, il y a des innovations très très fortes dans les lentilles, et en particulier dans les théodolites, qui permettent, notamment au château de Versailles, de faire des visées extrêmement précises à des distances assez lointaines. Et c'est ce que Descartes appelle les merveilleuses lunettes. Et parce qu'à l'époque, on appelait les théodolites les lunettes. Et ces merveilleuses lunettes, Descartes dit, je pourrais dire, je ne vais pas lire le passage, mais ça nous rend encore plus maîtres et possesseurs de la nature, dans le sens où on ne peut pas trouver d'invention plus belle pour voir et pour contrôler de manière plus précise le visible, en fait. Donc ça, c'est intéressant, parce que Descartes est vraiment celui qui a apporté la révolution optique du XVIIe siècle sur un terrain philosophique, en posant la question du visible. Alors, l'illustration suivante montre une filiation possible, mais en fait, ce n'est pas si simple. Là aussi, transformation radicale sous une apparence de continuité, n'est-ce pas? Oui, voilà. Alors, si Descartes est un des philosophes les plus connus du monde, l'homme que vous voyez là, c'est aujourd'hui un des hommes les plus riches du monde. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un des deux cofondateurs de Google, Sergey Brin. Et ça a été lui le grand promoteur, le grand architecte de ce dispositif qui s'appelle Google Glass, qui a fait beaucoup parler de lui il y a 2-3 ans, et que maintenant, vu le tollé que ça a soulevé,
ils ont mis un petit peu sur le côté. Entre-temps, je vous signale simplement qu'ils sont en train d'investir dans la connaissance des phénomènes rétiniens pour pouvoir, le jour venu, le jour où la technologie sera prête, nous coller des implants rétiniens qui seront exactement comme des Google Glass, sauf que ça sera beaucoup moins visible. Peut-être que d'ici là, ils auront lu Descartes. Voilà. Alors, là, on va aborder, c'est des coups de sonde, hein, vous avez bien compris, pour illustrer le propos général qu'on a eu tout à l'heure pour présenter le projet. Mais on l'avait annoncé, vous vous rendez compte de cette histoire à travers plusieurs entrées, dont les relevés, on l'a vu avec la cartographie, avec l'optique, et puis maintenant les relevés, destinés à élaborer, voilà, à mieux appréhender un territoire. Alors ça, c'est une illustration qui montre les opérations de triangulation pour le relevé d'une des cartes de Cassini au XVIIIe siècle. Et ce qui est intéressant dans cet arpentage généralisé du territoire qui a lieu au XVIIIe siècle, c'est que ça correspond à une période aussi où la conception de notre rapport à l'espace, que ça soit en paysage, en aménagement du territoire ou en architecture, est en train de changer. C'est la période du grand ordonnancement, des symétries, des effets de profondeur. C'est la période de Le Nôtre, c'est la période de Le Vau, c'est les grands domaines aristocratiques un peu partout en France qui se redessinent et qui donnent naissance à ce style qu'on appelle les jardins à la française. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est que dans le système de Louis XIV, c'est lui qui a vraiment créé ça. Je pense qu'il faut lui en faire crédit avec Colbert, c'est d'avoir créé ces académies des sciences et ces académies des arts qui faisaient marcher de concert les techniques de relevé et les styles, l'évolution de la conception, hein, qu'il s'agisse encore une fois d'architecture ou de paysage, on avance en parallèle dans ce domaine. Donc, changement radical. Là, d'autres illustrations. Voilà, ça c'est intéressant parce que c'est l'illustration de la planchette. Alors la planchette, c'est bien connu des géomètres, enfin c'était bien connu. On oublie un peu que c'est une révolution incroyable. Ça arrive au XVIIe siècle, début du XVIIe siècle. Et la planchette, c'est juste, quand on fait une visée, de pouvoir reporter le résultat de la visée directement sur le dessin qui est posé sur la planchette.